Au Texas, le 23 décembre 1974, Rachel, René et Julie disparaissent lors d'une session shopping de Noël. Elles se volatilisent toutes les trois sans laisser aucune trace derrière elles, si ce n'est une lettre suspecte reçue le lendemain de leur disparition par leurs proches. Qu'a-t-il bien pu arriver au trio de Fort Worth? C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui dans cette nouvelle Aurora. Hey, j'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle Auroria de Noël. Aujourd'hui on est sur une affaire de disparition très mystérieuse, vraiment cette histoire me rend dingo, mais comme ça date des années 70 et que c'est aux États-Unis, je me dis que peut-être vous ne la connaissez pas. Mais avant de commencer cette Auroria, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui cette vidéo est en collaboration sponsorisée. Oui, je vous avoue que je ne suis pas peu fière puisque c'est la première vidéo en dehors des Sombres Histoires 2 qui est sponsorisée depuis le lancement des Auroria, donc ça me fait un petit quelque chose et ça c'est grâce à vous, donc merci infiniment pour le soutien. Aujourd'hui, notre partenaire c'est Igral. Et si vous ne connaissez pas Igral, je vous conseille de ne pas skipper cette partie puisque c'est vraiment un bon plan en termes de cashback pour vous et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté cette collaboration. Igral, c'est un site, une appli et une extension qui remboursent une partie de vos achats en ligne. Ils ont quand même plus de 1700 marchands partenaires. Hein. Ouais. En gros, dès que vous faites des achats en ligne, vous cumulez des points cashback dans votre cagnotte Igral. Et après, vous pouvez récupérer votre cashback des 20 € via virement bancaire, PayPal ou chaque cadeau. Et avec Noël qui approche, c'est pas négligeable, hein. Moi je prends. Personnellement, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai peut-être un peu craqué sur Asos, mais j'ai une bonne excuse, je suis désolée. Je pars en vacances à la fin de l'année, là bientôt, et j'avais plein de basiques d'hiver à racheter parce que là où on va, il fait froid. Si, je vous jure. Et je sais que vous allez me dire, mais comment c'est possible de gagner du cashback comme ça? Pour la petite explication, Igral touche une commission des marchands qu'il redistribue aux membres, c'est-à-dire nous, et ça fait du cashback. Fallait y penser quand même. Personnellement, j'utilise Igral via l'extension sur mon ordinateur, et déjà, ce qui est super, c'est que ça détecte tout seul le marchand partenaire. Donc ça, c'est trop bien. Mais en plus, quand on est sur un site partenaire, parfois, ça propose des codes promo et c'est cumulable. Ouais, évidemment, c'est gratuit et sécurisé. Et si vous passez par mon lien dans la barre d'infos, vous aurez 10 € de cadeau de bienvenue offert au lieu des 3 € de base. La liste des sites où on peut utiliser Igral est très longue, mais pour vous donner des exemples, on peut l'utiliser sur L'Oréal, Audible, Asos. Donc comment vous dire que ça me sert bien et que ça pourrait bien vous servir aussi à l'approche des fêtes. Et maintenant que les courageux que vous êtes inscrits sur Igral et confortablement installés dans le noir, c'est parti. Mais avant, si vous êtes content de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à exploser le compteur des likes et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Maintenant c'est parti. Aujourd'hui, contrairement à d'habitude, il n'y a pas énormément de trigger warning. On va un peu survoler le thème de la violence, mais sinon il n'y a pas de sujet très choquant. Comme toujours, on va s'intéresser d'abord aux victimes et aujourd'hui il s'agit d'un trio. Marie, que tout le monde appelle par son deuxième prénom Rachel, a 17 ans au moment des faits. Du coup, nous on va l'appeler Rachel. Elle va en cours à la Southwest High School et est mariée avec Tommy depuis 6 mois. On est au Texas dans les années 70, donc ce n'est pas tellement choquant pour l'époque. Julie Ann Mosley avait 9 ans et était donc la plus jeune du groupe, puisque la troisième fille, Lisa Wilson, elle, était âgée de 14 ans. D'ailleurs, Lisa, on va l'appeler Renée puisque c'était son deuxième prénom. J'avoue que je ne sais pas trop pourquoi deux filles du trio se faisaient appeler par leur deuxième prénom, mais soit, on va respecter ça. Le trio est donc formé par Rachel, 17 ans, Renée, 14 ans et Julie, 9 ans. Rachel et Renée étaient des amies de longue date. Leurs familles respectives partaient même en vacances ensemble. Et Julie était la petite sœur du petit ami de Renée, Terry. De base, c'était d'ailleurs Terry qui devait accompagner Rachel et Renée pour faire du shopping. Mais il a dû annuler cette sortie pour rendre visite à un ami malade à l'hôpital. Julie, sa petite sœur, sautera donc sur l'occasion pour le remplacer, n'ayant pas envie de passer la journée seule. Et sa maman, Ryan, l'y autorisera à la seule condition qu'elle doit être rentrée pour 18 h. Le jour de leur disparition,
Les 3 filles commenceront leurs achats vers midi en achetant des jeans pour René dans un magasin de surplus militaire. J'avoue que je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, comme son nom l'indique, ce sont des magasins où du matériel militaire en trop est revendu aux civils aux États-Unis. L'arrêt suivant pour les filles, c'est le centre commercial Seminary South, situé à Fort Worth, dans l'État du Texas. Le trio avait décidé de faire leurs achats de Noël, d'acheter les derniers cadeaux pour les fêtes, etc., etc. Rachel, qui conduisait, gare sa voiture, qui était en fait la voiture de son mari Tommy, une Oldsmobile 98, au niveau supérieur du parking du centre commercial. Et après, c'est parti pour l'après-midi shopping entre copines. Mais vers 18h, qui était l'heure à ne pas dépasser par Julie, les filles ne sont toujours pas rentrées. Leurs parents commenceront alors à s'inquiéter et à se rendre sur place pour aller les chercher. Pendant que Terry, le petit ami de René et le frère de Julie, restera à la maison près du téléphone. On ne sait jamais. En vrai, ça peut arriver de dépasser leurs données parce qu'on s'amuse trop ou qu'on n'a pas vraiment fait attention. Mais en arrivant sur le parking, les parents trouveront la fameuse Oldsmobile 98 de Rachel verrouillée avec à l'intérieur un achat de Noël. Mais les 3 filles, elles restent introuvables. Certains parents s'occuperont alors de vérifier dans chacun des magasins du centre commercial, pendant que d'autres appelleront la police. Et toute la nuit, les proches attendront là qu'elle revienne, en vain. Au départ, forcément, la police penche pour la théorie de la fugue. Ils interrogeront les amis des filles, ainsi que leur famille, pour qui il est impossible qu'elles aient volontairement disparu. Malheureusement, je pense qu'au début, les policiers étaient vraiment trop butés sur la théorie de la fugue. Et du coup, ils ont peut-être laissé passer des indices. Par exemple, aucune empreinte ne sera relevée sur la voiture. En fait, ils ne la scelleront même pas. Ce qui, dans une affaire d'aujourd'hui, serait gravissime. Et c'est vraiment dommage parce que pour le coup, je pense que ça aurait pu aider. La première année de la disparition de Rachel, René et Julie, les enquêteurs pataugent. Mais on peut comprendre qu'au départ, la solution de la fugue est la plus probable. Parce que le lendemain de leur disparition, soit le 24 décembre 1974, Tommy, le mari de Rachel, reçoit une lettre écrite par sa femme. Et voici le contenu de la lettre. « Je sais que je vais me faire réprimander, mais nous devions partir. Nous allons à Houston. On se voit dans une semaine environ. La voiture est garée au niveau supérieur de Sears, qui est un magasin. Bisous, Rachel. » Mais vous l'aurez compris dans l'intro, plusieurs choses sont étranges concernant cette lettre. D'abord, pour le destinataire, Rachel aurait inscrit Thomas A. Trlika, il est compliqué ce nom de famille, au lieu de Tommy, alors qu'elle l'a toujours appelé Tommy. Ensuite, elle aurait écrit au crayon sur l'enveloppe, mais à l'encre sur la lettre. Lettre qui d'ailleurs était beaucoup trop large par rapport à l'enveloppe. Enfin, elle aurait fait une erreur lorsqu'elle a signé de son prénom. En fait, le L de Rachel a l'air d'avoir été d'abord un E. Et c'est sûr que ça peut arriver. Perso, ça m'arrive souvent de corriger des erreurs comme ça. Mais jamais avec mon propre prénom. Plusieurs experts étudieront cette lettre et même le FBI ne pense pas qu'elle ait réellement été écrite par Rachel. Les familles des filles se battront pour faire oublier cette histoire de fugue. Encore une fois, pour eux, c'est tout bonnement impossible. Les filles ne seraient jamais parties, et encore moins à seulement 2 jours de Noël. Surtout pour la petite dernière qui a seulement 9 ans. Et grâce à tous les appels à témoins qu'ils feront dans les médias, quelques personnes se manifesteront. Au début de l'année 1975, une connaissance de Rachel dira avoir aperçu les filles dans un magasin de disques accompagnées par quelqu'un. Mais on n'a pas vraiment plus de détails sur ce quelqu'un. Ensuite, l'employé d'un magasin affirmera qu'une cliente lui avait confié avoir vu les filles ce jour-là et qu'elles auraient été forcées à monter dans une camionnette jaune. Malheureusement, cette cliente ne sera jamais identifiée et donc jamais interrogée par la police. Les familles, n'étant vraiment pas satisfaites de la tournure de l'enquête,
vont engager John Swain, un détective privé. Celui-ci mènera sa propre enquête et suivra ses propres pistes. En avril 1975, le détective s'entendra dire que les filles auraient peut-être été enlevées et tuées près de la ville de Port Lavaca. Il se rendra sur place avec une centaine de bénévoles, mais aucun indice ne sera retrouvé. En août 1975, John Swain a découvert qu'un homme âgé de 28 ans, travaillant dans un des magasins du centre commercial, avait une réputation plus que douteuse. Apparemment, il profitait de son statut pour récolter des infos sur les femmes qui postulaient au magasin. Et ensuite, il leur téléphonait en tenant des propos assez injurieux. Je vous laisse imaginer. Et Rachel avait justement postulé dans cette boutique. On peut donc imaginer que cet homme avait sûrement un problème avec les femmes et qu'il aurait peut-être agressé les 3 filles. Mais cette piste ne mènera nulle part. Plus tard, 3 squelettes seront découverts dans un champ à Brazoya par une équipe de forage pétrolier. Mais encore une fois, ça ne mènera nulle part puisque les 3 squelettes n'étaient pas Rachel, Renée et Julie. C'était Brooks Braxwell, 12 ans, et Georgia Geer, 14 ans, qui avaient disparu de Dickinson en 1974. Et le 3e squelette était un adolescent âgé de 15 à 17 ans, non identifié. En mars 1976, c'est un médium qui va relancer les recherches en affirmant que les corps des filles étaient dans un puits de pétrole près d'Abilene. Mais à nouveau, rien ne sera retrouvé. Malheureusement, en 1979, le détective Swain, qui avait été engagé par les familles, mourra d'une overdose qualifiée de suicide. Et parmi ses dernières volontés, il y avait le souhait que tous ses dossiers soient détruits. Donc s'il avait d'autres pistes, on n'en saura pas plus. En 1999, le petit frère de Rachel, Rusty, contactera un autre détective privé, Dan Jones. Il n'est pas officiellement engagé par les familles, mais il est toujours en contact avec Rusty. Et selon lui, certaines rumeurs laissent sous-entendre que Rachel a été aperçue plusieurs fois à Fort Worth, toujours pendant la période des fêtes de fin d'année. Là-bas, ça devient un peu une légende urbaine. Le frère fait vraiment une obsession avec cette idée et il n'est pas aidé par Dan Jones qui pense la même chose. D'ailleurs, il se dit que les 2 hommes ont une théorie dont ils ne veulent pas parler, mais qui impliquerait le proche de l'une des filles. En janvier 2001, l'affaire est confiée à un autre détective, Tom Butcher. Pour lui, les filles sont parties avec quelqu'un qu'elles connaissaient, quelqu'un en qui elles avaient toute confiance. Sa liste des suspects contient 5 noms qu'on ne connaît pas, évidemment. Je pense que c'est normal dans ce genre d'affaires qu'on manque de détails parce que c'est un peu toujours une enquête en cours, donc ça n'a pas fuité. La même année, en avril, Bill Hutchins, un ancien policier et agent de sécurité du magasin Sears, situé au centre commercial, c'est vraiment à côté de ce magasin que Rachel avait garé la voiture, et bien lui, il déclarera avoir vu les filles vers 23h30 avec un agent de sécurité dans une voiture. Et selon lui, elles étaient vraiment en toute détente, elles riaient ensemble, discutaient, etc. Mais cette piste n'a pas réellement été explorée, j'ai l'impression. Il me semble d'ailleurs qu'il avait déjà fait cette déclaration aux policiers à l'époque, en 1974, mais que ça n'a pas été fouillé et que le nouvel enquêteur a su ça en 2001. En 2018, donc il n'y a pas si longtemps, le frère de Rachel, Rusty, s'est intéressé à 3 voitures au fond d'un lac, le Benbrook Lake, et il a réussi à financer les recherches grâce à des dons sur Internet. La première voiture a été repêchée le 22 septembre 2018 et la deuxième le 13 octobre. Mais la dernière est restée dans l'eau parce que c'était beaucoup trop dangereux vu son état de la ressortir. De toute façon, aucun indice ne sera relevé sur les 2 premières et il me semble qu'ils tenteront quand même d'envoyer des plongeurs vers la 3e voiture pour fouiller l'épave sous l'eau, mais ils ne retrouveront rien non plus. Comme vous l'aurez sans doute compris, cette disparition reste un mystère
irrésolu. Et qui dit mystère irrésolu dit beaucoup de théories. D'ailleurs, ça a vraiment été ma partie préférée dans la recherche et l'écriture de cette vidéo. J'ai adoré parcourir tous les forums pour savoir quelles étaient les théories des gens. Donc comme d'habitude, j'ai hâte de lire vos commentaires et vos propres théories. La première question sans réponse, c'est que si les filles sont vraiment volontairement parties à Houston, comme indiqué dans la lettre, pourquoi n'ont-elles pas pris leur propre voiture? J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Ensuite, si elles avaient vraiment décidé de fuguer, je suppose que c'est forcément la décision des plus âgés, à savoir Rachel et René. Pourquoi auraient-elles emmené la plus jeune, Julie, qui a seulement 9 ans, dans leur périple? Je pense qu'elles auraient au moins redéposé Julie chez elles. Donc pour moi, la fugue, ça ne fait aucun sens. Il existe des théories locales, là-bas, qui accusent Tommy, le mari de Rachel, qui a refait sa vie depuis. Mais je trouve que ça ne tient pas tellement la route non plus. De toute façon, je suppose qu'il a quand même été interrogé et que ça n'a rien donné. Le petit frère de Rachel, Rusty, lui, il est persuadé que sa sœur est toujours vivante. Et ça va d'ailleurs créer pas mal de conflits dans leur famille, puisque c'est comme si tout le monde en avait un peu marre qu'il ne fasse pas son deuil. En gros, il a littéralement passé toute sa vie à chercher sa sœur, introuvable. Mais selon lui, il se peut que ce soit vraiment elle qui revienne à Fort Worth tous les ans à la même période. Néanmoins, son idée, c'est qu'elle serait un peu retenue par un ravisseur. Ça, c'est sa théorie de base. Mais il a quand même pas mal fouillé autour du lac, là où il y avait les 3 voitures. Donc, est-ce qu'il a eu un tuyau là-dessus ou entendu une rumeur à propos de cet endroit? Enfin, il existe aussi une rumeur sur Debra, la sœur de Rusty et Rachel. Debra, en fait, c'est l'ex de Tommy, le mari de Rachel. Et on a un peu l'impression que certains proches des disparus blâment Debra, comme si elle savait quelque chose. La maman des 3 enfants, quant à elle, pense que c'est Dan Jones, le détective, qui raconte un peu n'importe quoi à son fils et qui sème la zizanie dans la famille. Personnellement, cette théorie, j'avoue que j'y crois pas trop non plus, puisque le père des 3 enfants était pas mal violent et abusif avec eux. Donc je pense que les filles, elles cherchaient surtout à quitter le foyer le plus vite possible en se mariant, etc. Debra vivait même chez Rachel et Tommy au moment des faits. Donc je ne pense pas qu'il y avait une quelconque rancœur. Mais après, on ne connaît jamais vraiment les gens. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. Moi je trouve quand même qu'on oublie facilement les quelques témoignages qui parlent de quelqu'un avec le trio, et probablement un agent de sécurité. J'avoue que je penche pour cette théorie. Beaucoup pensent qu'elles sont parties soit avec quelqu'un qu'elles connaissaient, soit avec quelqu'un en qui elles pouvaient avoir confiance. Et comment, à l'époque, ne pas faire confiance à un homme qui est habillé en agent de sécurité? Mais ma question, c'est est-ce que c'était un vrai agent ou un faux agent de sécurité qui aurait été comme déguisé? Ma propre théorie, c'est qu'effectivement, c'était un homme, un faux agent de sécurité, qui les aurait enlevés et malheureusement emmenés on ne sait où. Dites-moi dans les commentaires quelle est la théorie la plus probable selon vous. Est-ce que vous pensez que Rachel, René et Julie ont vraiment fugué? Est-ce que vous pensez qu'il leur est arrivé malheur à cause d'un de leurs proches? Ou est-ce qu'elles auraient été enlevées par un vrai ou faux agent de sécurité? Il me tarde d'être au moment de la publication de cette Auroria pour savoir, vraiment. En tout cas, j'espère vraiment vous avoir fait découvrir ou redécouvrir cette histoire. Et si ce contenu et cette vidéo vous ont plu, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir en explosant le compteur des likes et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Je vous donne rendez-vous ce soir sur Twitch, dimanche prochain 10h pour une nouvelle Auroria. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao!